Bonjour à tous et merci d'être ici. Pour cette présentation, je vais vous présenter comment échouer un projet BDD, donc Behavior Driven Development, ou ne pas l'échouer. Ça dépendra de la façon dont vous prendrez les enseignements de ce qu'on a appris, nous, durant notre transition BDD. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Vincent, je suis développeur depuis pas mal d'années maintenant. Je fais partie des cofondateurs d'Iptest. Donc je suis principalement développeur avec d'autres activités à côté, mais voilà. Mon rôle principal ici à Iptest, c'est donc le développement. Donc avant de commencer cette présentation, je voulais introduire une des raisons pour lesquelles BDD existe et une des raisons pour lesquelles nous travaillons sur Iptest. C'est cette espèce de fossé qu'on trouve régulièrement entre les deux principales équipes qu'on va retrouver dans du développement, à savoir d'un côté les personnes qui sont vraiment orientées business, donc vraiment soit tout ce qui est toutes les personnes qui vont être managers, parfois aussi les product owners, donc les personnes produits, pas forcément les personnes qui sont réellement techniques, qui savent comment l'application est développée, mais plus les personnes qui vont avoir la vision dont le produit doit être, la façon dont le produit doit être développé. Donc, les personnes business d'un côté et les développeurs de l'autre côté, qui donc, eux, ont tout le bagage technique. Et là, je le dis développeurs, mais c'est de façon plus générique, vraiment toutes les personnes vraiment techniques. Donc, ça va aussi inclure l'équipe qualité, par exemple. Donc, eux qui vont savoir vraiment comment le produit est fait, ce qui doit être fait, etc. Un des gros problèmes qu'on retrouve extrêmement régulièrement, donc, c'est ce fossé qu'on trouve entre les deux équipes, à savoir les business qui ne savent pas vraiment ce que font les équipes de développement et les équipes de développement qui n'ont pas forcément exactement la même vision du produit tel qu'il doit être développé que justement les personnes business. Et une explication que j'aime beaucoup que notre product owner ou product manager nous donne très régulièrement, qui est lui, il a la vision du produit. Mais au final, ce qu'il voit, lui, dans sa tête, de ce qu'il veut que devienne Iptest, c'est pas forcément ce qui va être développé, justement parce que il y aura toujours ce problème de communication entre les équipes, plus techniques, moins techniques, etc. Iptest et BDD, donc, c'est une des méthodologies, un des outils dont le but est justement de faire un pont entre ces équipes. Donc, pour présenter très rapidement Iptest, ce ne sera pas le but de cette présentation. Iptest, c'est une plateforme de test continu. Donc, l'idée, ça va être de tester de l'idée jusqu'à la production. Donc, définir des critères d'acceptance, donc vraiment travailler sur la partie idéation du produit, donc avec des scénarios Gherkin, comme on va le voir après, intégrer tout ça avec du Slack, du Trello, du Confluence, tous les outils qui sont vraiment utiles à ce moment-là, vraiment la partie design du produit, qu'est-ce qu'on veut développer. Ces scénarios, ces exemples de tests vont être traduits vers des tests automatisés pour l'exécution. Donc là, ça va se connecter principalement avec du GitHub, du Jenkins, du Jira, du Cucumber, etc. Et une fois que ces tests sont exécutés et que le code a été produit, en tout cas les fonctionnalités ont été produites, tout ça va partir en production. Et là, en production, donc nous, on va produire ce qu'on appelle une documentation vivante. Je présenterai ça très rapidement. Et on intégrera ça avec d'autres outils qui permettront, par exemple, de voir si ces fonctionnalités sont réellement utilisées par les utilisateurs de l'application, donc du Mixpanel, du Pendo, du Segment, etc. Pourquoi je présente Iptest? Pour une raison très simple. Je vais vous présenter pas mal d'exemples de BDD tels qu'on les a faits, de façon mauvaise parfois, et évidemment à la fin de façon un peu meilleure. Vous allez vous rendre compte que nos exemples BDD, c'est extrêmement méta, forcément, puisque on va tester qu'on est capable d'écrire des tests. Ça va peut-être être un peu méta, mais normalement, vous aurez évidemment l'idée. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter exactement durant ces 30-40 minutes? D'abord, quelle est l'approche BDD? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, on ne va pas rentrer réellement dans les détails, mais pour ceux d'entre vous qui ne pratiquent pas encore BDD ou qui ne connaissent pas exactement ce qu'est cette méthodologie, on va essayer de passer 5 à 10 minutes pour expliquer qu'est-ce que BDD, quel est son intérêt, etc. Ensuite, je vais vous montrer deux exemples que nous avons eus chez Iptest quand on a fait notre transition BDD. Donc, on avait des tests existants, etc. Et on a dit, c'est vrai que BDD, c'est très bien, on va essayer de le mettre en place.
Le problème, c'est que la première fois où ça a été mis en place, ça a été fait principalement par les développeurs. Et on va voir que ça pose un certain nombre de problèmes quand c'est uniquement les développeurs qui le font. Ensuite, il y a les équipes produits qui ont dit laissez, on va gérer, on sait ce qu'on fait. C'était pas forcément mieux, on va pas se mentir. Et on va voir les problèmes dans ce cas-là. Et en fait, on va voir quand on suit réellement le principe de BDD, pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Alors, c'est des exemples que nous, on a vécu dans notre transition, puisque maintenant, ça fait à peu près 4 ans qu'on suit la méthodologie BDD chez Iptest. Après, c'est aussi des exemples qu'on voit très régulièrement chez nos utilisateurs et nos clients. Donc, voilà, on aime bien prendre notre exemple parce que, voilà, on va dire ce qui est, on a mangé des mûres et pas les fruits, malheureusement, quand on a fait notre transition BDD. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est pas les seuls à le faire. Et ça rassure aussi nos clients et nos utilisateurs de temps en temps qui nous disent, mais on comprend pas, c'est pas si facile que ça à faire. Et effectivement, c'est une méthodologie et comme toutes les méthodologies, c'est pas forcément extrêmement facile. C'est vraiment, j'aime pas le mot, mais c'est extrêmement disruptif dans la façon de travailler, BDD. Et forcément, ça se fait pas simplement en claquant des doigts. Ça fait un peu comme si on revenait 10-15 ans en arrière, passer du cycle en V à l'agilité. Sur le papier, ça se fait relativement bien. En pratique, je pense que certains d'entre vous l'ont vécu. Ça s'est pas forcément fait en 5 minutes. Donc voilà pour l'agenda. Donc on va voir justement comment échouer ou ne pas échouer à cette transition. Donc comme je vous disais, on va commencer par une petite présentation de ce qu'est BDD. Donc BDD, Behavior Driven Development, donc le développement drivé, conduit par le comportement des applications. Et au final, BDD, avant toute chose, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir de BDD, c'est une discussion. Et c'est une discussion entre toutes les personnes qui vont participer au développement de l'application. Donc ça va être les personnes business, donc vraiment, donc voilà, les personnes pas techniques, donc les business, les personnes produits, donc product owner, product manager, pas forcément techniques non plus, les équipes de développement, évidemment, puisque c'est eux qui vont faire le code, les équipes qualité. Au final, n'importe quelle personne qui a un intérêt dans la nouvelle fonctionnalité qui va être développée doit participer justement à ces discussions. Pour donner un exemple chez nous, donc à Iptest, on peut avoir des personnes du marketing qui viennent participer justement aux sessions BDD parce qu'une nouvelle fonctionnalité, pour la personne du marketing, ça va avoir un intérêt pour ces personnes, donc elles vont vouloir donner leur avis. Et ces discussions, ce que ça va nous permettre d'avoir, principalement, c'est une vision partagée sur ce que doit être la fonctionnalité. Comment cette fonctionnalité quel est le service qu'elle va rendre à l'utilisateur et comment elle doit donc fonctionner. Et c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler. BDD, c'est une discussion qui permet d'aligner toutes les équipes sur quelle doit être cette nouvelle fonctionnalité. Alors, dit comme ça, encore une fois, c'est très simple. En pratique, c'est pas aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on a on va avoir ces discussions, donc ces discussions, entre autres, de façon classique, c'est ce qu'on appelle les Free Amigo Sessions, donc la session des 3 amis, donc les 3 amis en général étant le product owner, un développeur et une personne de la qualité. Mais encore une fois, ça peut être complété avec d'autres personnes qui ont un intérêt dans les nouvelles fonctionnalités. Et donc, ces personnes vont créer des exemples d'utilisation de la fonctionnalité. Voilà, on écrit un certain nombre d'exemples et ça va permettre de décrire ce que fait la fonctionnalité. Encore une fois, on décrit le comportement de la fonctionnalité. On ne s'intéresse pas forcément à faire des wireframes pour décrire quelle sera l'interface de la fonctionnalité, les choses comme ça. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment l'utilisateur va prendre en compte, utiliser cette nouvelle fonctionnalité et quel est le bénéfice qu'il va en tirer. Une fois qu'on a ces exemples, donc ces exemples, il y a beaucoup de méthodes pour apprendre à les écrire, pour trouver les idées. L'example mapping, c'est une des solutions qui marche très très bien. Donc on a ces exemples qui ont été écrits. Et ces exemples, donc, c'est ce qui va servir de base de travail aux développeurs. Donc maintenant, ils ont 1, 2, 4, peut-être 10 exemples, ça va dépendre encore une fois de la taille de la fonctionnalité.
Et ils vont dire, OK, bah maintenant, on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc, c'est ça qui va définir ce qu'ils développent. Après, ça va dépendre des équipes. Peut-être qu'on va dire, OK, il y a 10 exemples pour cette nouvelle fonctionnalité. Dans cette itération, on va en développer que 3. Vraiment le cœur même de la fonction, de la fonctionnalité, et donner ça au client. C'est une solution si on n'est pas obligé d'avoir tout qui est défini. Ce qui est important, et là c'est en tant que développeur que je parle, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces exemples, ils définissent le moment où moi, personnellement, en tant que développeur, je m'arrête. C'est-à-dire que une fois que j'ai mes 5-10 exemples qui fonctionnent sur ma machine et en production, du coup, je sais que d'un point de vue comportemental de cette nouvelle fonctionnalité, mon travail est fini. On n'a plus cette question de « Ah, mais il faudrait peut-être que je rajoute ci ou que je rajoute ça, etc. » On sait que là, on a géré les choses. Ça ne veut pas dire que le travail est complètement fini. Il y aura toujours, évidemment, par exemple, un peu de polish sur l'UI et d'autres choses du genre à gérer, des KOI, etc. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça permet de savoir quand c'est qu'on arrête le développement du point de vue fonctionnel. Et la dernière chose qui est vraiment importante, c'est que ces exemples, on va pouvoir les automatiser pour générer des tests. Donc, typiquement, ce que va faire un Cucumber. Et ces tests, ils vont devenir la documentation vivante de la fonctionnalité. Et toutes les fonctionnalités ensemble, ça fera la documentation vivante de l'application. Et ce qu'on entend par documentation vivante, c'est une documentation qui est toujours à jour, puisque si on se retrouve avec une différence entre la façon dont l'application a été décrite, donc dans la documentation, et la façon dont elle agit en vrai, les tests, forcément, tôt ou tard, vont le montrer, qu'ils soient manuels ou automatisés, on aura ces tests qui vont passer au rouge. Et donc, on sait qu'on a un problème. Et ça, c'est le genre de choses qu'on n'a jamais avec un document Word ou un wiki. Alors, dans le meilleur des mondes, chaque fois qu'on met à jour l'application, on va mettre à jour la documentation. Mais je pense qu'on est tous au courant que nous n'habitons pas dans le meilleur des mondes et qu'il arrive régulièrement qu'on oublie de mettre à jour un wiki. Avec les exemples écrits en BDD, ce genre de problème n'existe pas. Une chose importante, et on y reviendra juste après, BDD, c'est une méthodologie et c'est pas des outils. Donc, on voit clairement, on fait du BDD, la preuve, on utilise Cucumber. Alors, j'adore Cucumber, c'est un framework que je trouve très bien, mais c'est pas parce qu'on l'utilise qu'on fait du BDD. Et d'ailleurs, c'est l'exemple qu'on va voir tout de suite. Pourquoi faire du Cucumber ou du Gherkin de façon générale, donc Specflow par exemple, c'est pas faire du BDD. Voyons ce que ça donne quand les développeurs se disent « Tiens, on va faire du BDD ». Donc, pour vous donner le contexte, il y a donc à peu près 4 ans, c'était un peu au début d'IPTest, on a commencé à gérer justement la syntaxe Gherkin au sein d'IPTest pour écrire les 4 tests, les scénarios. Et donc là, il y a un développeur, on l'appellera Vincent pour simplifier le truc. Ce développeur s'est dit, cool, on a déjà plein de tests d'intégration qui sont écrits dans IPTest, je vais les réécrire avec du Given Wenzel, et donc du coup, on fera du BDD. J'étais jeune à l'époque et j'avais pas tout compris au principe de la méthodologie. Au final, qu'est-ce qu'on a fini? On a fini avec des tests d'intégration écrits avec du Given Wenzel, avec une syntaxe donc impérative. Donc, pour vous donner une idée, les tests en général, il y a 2 façons de les écrire. La méthode impérative, je clique là, je appuie sur ce bouton, je vérifie que le texte contient ces choses-là. Et il y a la façon déclarative, où au lieu de décrire comment on fait les choses, on décrit les choses qu'on fait, justement. Ce qui est une des bases de BDD. Ce qui nous intéresse, c'est pas où est-ce que j'ai cliqué avec le bouton, c'est quel est le comportement de l'application. Et ça, c'est vraiment après. Je vous montre un exemple juste après, d'ailleurs. L'autre problème, c'est que ce développeur a fait ça dans son coin tout seul. Encore une fois, je vous rappelle que BDD, c'est la discussion. Donc, on s'est retrouvé avec tout plein de tests réécrits en BDD et aucune bonne pratique mise ensemble au sein de l'équipe. Donc, les gens, au final, ne comprenaient pas forcément chacune des étapes, ce qu'elles faisaient. Et là où j'ai réellement, on va dire, foiré la transition BDD, c'est que ces tests, alors c'était des tests en fait, tout simplement. C'était des tests et ils apportaient aucune valeur à l'équipe produit. Le fait de savoir que quand je clique sur ce lien, puis après je clique sur un autre, ensuite je reviens dans le menu et j'appuie sur le bouton retour, je me retrouve sur la bonne page.
c'est un test. C'est un test de régression, techniquement. Du point de vue du produit, ils ont vu les tests, ils ont fait à peu près cette tête-là, ils ont dit ça ne sert à rien. Et effectivement, ça sert à rien. Ça, c'est un exemple des tests de l'époque. Alors oui, il y a du given when then. Après, maintenant, là, si en 5 secondes, vous arrivez à comprendre exactement ce que fait ce test et quel est le comportement de l'application qu'on teste, j'ai envie de dire chapeau. Moi, personnellement, j'ai repris le test pour préparer les slides et j'avais complètement oublié ce que faisait justement ce fameux scénario. Là, on a vraiment raté le principe de BDD. Encore une fois, BDD, ça décrit le comportement de l'application, le comportement d'une fonctionnalité. C'est pas des tests de régression. C'est aussi simple que ça. Mais bon, encore une fois, nous, on a fait l'erreur. Enfin, quand je dis nous, c'est moi qui ai fait l'erreur, techniquement. Mais voilà. Et encore une fois, je vois très régulièrement des utilisateurs qui veulent transformer des tests d'intégration en BDD. Et en général, je leur explique justement, nous, on a testé, c'était pas forcément l'idée du siècle. Donc, je leur conseille justement d'éviter ça. Pour donner un exemple, pour revenir de façon plus générique, donc là, c'est la pyramide de tests que je suppose vous connaissez tous. Donc en haut, on a un certain nombre de tests vraiment haut niveau, les tests UI, les tests d'acceptance. En dessous, on a un peu plus de tests d'intégration et tout en bas, on a encore plus de tests unitaires. Dans la tête de beaucoup de monde, ou au minimum les choses dont ils rêvent quand on leur dit vous allez faire une transition vers BDD, les gens se disent wouhou, on fait du BDD. BDD, ça va couvrir, allez, tous les tests au niveau UI et une grosse partie des tests d'intégration. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes, et moi j'y ai cru aussi, attendent de BDD. La réalité, elle est quand même un peu moins vendeuse de rêve. En réalité, vos tests BDD, ça va couvrir une partie de vos tests au niveau UI. Et là, sur l'exemple, sur les slides, ça en couvre une grosse partie. Dans la vraie vie, ça va couvrir entre 1 et 2 tiers de vos tests. Et c'est normal, vous allez avoir plein de tests UI. Ça va être des tests de régression, ça va être des tests, des smoke tests, par exemple. J'ai aussi eu l'exemple d'un de nos utilisateurs qui voulait passer ses smoke tests en BDD. Encore une fois, c'est pas le but. Mais voilà, n'essayez pas de transformer tous les tests UI en BDD. Par contre, l'autre chose à noter, c'est qu'il peut avoir plein de tests écrits avec given when then au niveau unitaire. Encore une fois, je le dis, j'aime beaucoup le framework Cucumber. Les tests sont super lisibles, tout ça, et je vois complètement l'intérêt d'avoir Cucumber, par exemple, pour du test unitaire. Parce qu'encore une fois, quand on est, typiquement, on arrive dans une nouvelle boîte en tant que développeur et on voit les tests, on comprend ce que ça fait, ça a vraiment un énorme bénéfice. Mais c'est pas du BDD, c'est des tests écrits avec les annotations given when then. C'est très bien, mais c'est pas du BDD. C'est la grosse différence. Encore une fois, given when then, c'est un outil. BDD, c'est une méthodologie. Et une analogie que j'aime beaucoup prendre, c'est imaginez, par exemple, que je viens de vous dire, regardez, dans mon équipe, on utilise des post-it, c'est la preuve qu'on est agile. Je pense que on peut considérer que c'est pas tout à fait vrai. Et bien là, c'est pareil. Vous faites du given when then, ça veut pas dire que vous faites du BDD. Et d'ailleurs, l'inverse, c'est vrai. J'ai vu une très bonne présentation de quelqu'un qui faisait du BDD avec Fitnessy, par exemple, mais ils suivaient les principes de BDD, ils avaient leur meeting avant, tout le monde était aligné, tout le monde comprenait ce que la fonctionnalité faisait. Il n'y avait pas un seul given when then dans ces exemples. Et pourtant, ils faisaient du BDD. Donc, il faut bien se rappeler, BDD, c'est une méthode, Gherkin, c'est un outil. Les deux vont très bien ensemble, mais en faire un, ça ne veut pas dire qu'on fait l'autre. Donc ça, c'était notre première tentative pour faire du BDD. Donc là, échec, on ne va pas dire lamentable, mais quand même, ça n'a pas été la plus grosse réussite dans l'histoire d'Iptest. Donc, à ce moment-là, donc Laurent, qui est notre product owner, a dit, bon, les développeurs, vous avez essayé BDD, vous êtes mignons, laissez faire les professionnels, on sait de quoi on parle. Donc, on a laissé faire les professionnels et l'équipe produit a dit bon maintenant c'est nous qui écrivons les scénarios BDD, les exemples. Et c'était très bien. Sauf que
il y a eu deux gros problèmes. Enfin, seulement deux, on va dire. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que BDD, les exemples BDD, sont là pour décrire le comportement de l'application. Et c'est uniquement le comportement qu'on va définir. Il manque beaucoup de choses. Il manque à quoi va ressembler l'UI, quel va être le flow, quel va être l'UX de l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Et en fait, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que BDD ne va pas couvrir tout. Et si vous essayez de tout couvrir avec BDD, encore une fois, c'est un échec assuré. Si vous essayez d'écrire un flow d'utilisation en BDD, franchement, il y a beaucoup mieux pour faire ça. Vous faites des wireframes, une série de petits dessins, ça marche tellement mieux que du texte où vous allez essayer de coller tout en gardant une syntaxe, déclarative. Je ne vais pas dire que c'est l'échec assuré, mais on en est quand même vraiment pas loin. Donc, il faut juste se rappeler que BDD, ça décrit super bien le comportement de l'application. Et c'est pas étonnant que ça commence par B comme behavior. Mais voilà, c'est BDD, c'est pas UDD ou FlowDD, c'est BDD. Donc, il faut garder BDD pour vraiment la partie comportementale. Et par contre, il faut le compléter avec autre chose. Il va falloir le compléter avec justement des dessins, des crowbars, des wireframes, n'importe quoi qui va vous aider à spécifier justement ce qui manque, ce qui complète justement le comportement de votre application. L'autre problème qu'on a eu, c'est que les exemples, c'est pas des tests. Et ça, c'est très important à s'en rappeler parce que on dit très généralement, OK, on a nos scénarios BDD, on va transformer ça en test. En fait, c'est pas si simple que ça. En fait, le problème qu'on a eu, c'est que les exemples étaient super haut niveau. Et du coup, à transformer en test, les steps, au final, elles faisaient 150 choses différentes. Et le deuxième problème, c'est que, écrit à la volée comme ça, les steps, elles n'étaient pas vraiment réutilisées et réutilisables. On avait plein de choses qui se ressemblaient, qui étaient plus ou moins proches, mais qu'on ne pouvait pas vraiment automatiser de la même façon. Et du coup, ça a été vraiment, on va dire, une douleur à automatiser. Franchement, c'était pas les meilleurs tests automatisés qu'on a eu. Et au final, ce qu'on a fait, donc là, quand je dis on, c'est l'équipe de développement, on avait les exemples d'un côté, donc écrits en Gherkin, style BDD. On a implémenté plus ou moins la même chose à côté en pur RSpec en écrivant notre code. Et là, ça fonctionnait bien. Sauf qu'on se retrouve avec cette dichotomie entre les exemples tels qu'ils ont été pensés par l'équipe produit et les tests tels qu'ils ont été implémentés par l'équipe de développement. Et du coup, on se retrouve à perdre, par exemple, l'exemple de la documentation vivante. Une mise à jour des exemples eux-mêmes n'allait pas mettre à jour les tests, donc du coup, si on mettait pas à jour le code, ça posait pas de problème. Donc là, encore une fois, c'est un gros problème. Et pour vous donner un exemple de fonctionnalité, là on voit, c'est très haut niveau. On voit l'idée, on a l'idée de ce que va faire la fonctionnalité, mais ça manque vraiment de détails. Par exemple, donc pour ceux qui ont déjà utilisé LibTest, on peut générer des métriques en fonction des tags qu'on a mis sur les scénarios. C'est très bien. Sauf que juste le dire comme ça, de façon textuelle, ça résout vraiment ça résout une partie des problèmes, mais ça en résout pas énormément. Typiquement, quand on veut parler de génération de métriques, avoir des dessins, des wireframes de ce qu'on veut faire, ça va être extrêmement utile dans ce cas-là. Et là, du texte, ça n'a pas forcément sa place. Ou en tout cas, ça va donner l'idée du comportement, mais il faut absolument compléter ça justement avec des exemples un peu meilleurs. Maintenant, je vous montre les deux pires cas. Donc, les développeurs gèrent tout seuls, l'équipe produit gère tout seul. Au final, et alors là, forcément, quand on le dit à l'oral, on va passer un peu pour des cakes. Comment on a fini par faire fonctionner BDD chez ITest? En fait, on s'est juste rappelé ce qu'est BDD. Alors oui, je sais, j'en ai parlé avant, mais même parfois, on a beau expliquer des choses aux gens, on oublie parfois nous-mêmes les propres principes qu'on inculque. BDD, c'est de la discussion. Faire du BDD dans un coin, c'est pas faire du BDD. Ou c'est autant faire du BDD que écrire sur un post-it et de l'agilité. Et au final, on a dit, OK, quand nous on gère tout seul, c'est pas bon. Quand vous gérez tout seul, c'est pas mieux. On va essayer de voir
comment on va faire pour vraiment tous travailler ensemble et justement arrêter de faire n'importe quoi. On a commencé par mettre en place certaines règles qui auraient dû être mises en place dès le début, à savoir la collaboration sur la définition. C'est typiquement le genre de les free amigo sessions dont je parlais avant, donc les séances des 3 amis, où là justement on va avoir des gens du produit, des gens, des développeurs qui vont travailler ensemble sur la façon dont on va écrire les choses. Là, ça va plus ressembler, on va dire, aux exemples qui avaient été écrits côté produit, donc dans le deuxième échec, mais justement avec la vision des développeurs pour s'assurer que ce qu'on va écrire va être relativement facile à automatiser, on fera un peu après, et surtout s'assurer que on réutilise bien ce qui existe déjà, etc. La deuxième chose qu'on a mis en place, alors pour vous donner du contexte chez Uptest, on travaille avec des principes d'escouade. Donc, en début d'itération, on définit des escouades, donc de 3 ou 4 développeurs, et chaque escouade va travailler sur une fonctionnalité différente de l'application qu'on veut mettre en place durant l'itération. Chaque escouade va donc collaborer sur la définition de ce que va être, en tout cas, les définitions des scénarios Gherkin pour la fonctionnalité sur laquelle ils vont travailler. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est de faire relire justement ces différents scénarios par des personnes d'une autre escouade. Parce que, encore une fois, le problème, c'est on va passer un quart d'heure, une demi-heure, peut-être moins, à définir nos différents exemples. On va créer justement cette terminologie métier, et entre nous, elle sera claire. On l'aura écrite ensemble, on aura travaillé ensemble là-dessus. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas participé à cette session, ils vont peut-être dire « je comprends rien à ce que j'écoute des exemples ». Et c'est pour ça qu'avant même de travailler, on dit « ok, on va prendre nos scénarios, on va les faire relire à une autre personne, donc qui n'a pas participé à la session de définition, ou même qui ne fait pas partie de notre escouade ». Et là, peut-être que cette personne va nous dire « c'est pas super clair ce que vous dites ». Encore une fois, il faut bien se rappeler que les exemples vont servir de documentation vivante. Donc, il faut bien se rappeler que il faut que des gens qui ne soient pas dans l'équipe puissent aussi les comprendre. Dernière règle qu'on a mis en place, c'est des sessions de raffinement des steps. Le but des exemples, donc les steps qu'on écrit dedans, le but c'est qu'elles soient claires, compréhensibles par tout le monde. C'est pas forcément simple à automatiser. Par exemple, je vais vous donner un exemple très classique qu'on a chez Uptest, qui est, étant donné que je suis administrateur de l'organisation Uptest. Simple. Ça, n'importe qui peut comprendre. Il y a une organisation, etc. À automatiser, c'est très haut niveau. C'est pas hyper réutilisable ou pas si facile à réutiliser que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va casser ces steps en plusieurs petites steps qui sont beaucoup plus réutilisables. Et ces steps, ça va être quelque chose du genre, étant donné que je suis logué sur l'application, étant donné qu'il y a une organisation Uptest, et étant donné que dans cette organisation, je fais partie des administrateurs. Et ces différentes briques, qui sont à l'intérieur de la première step, vont être beaucoup plus simples à réutiliser justement dans ces action work de haut niveau. Et ça nous facilite beaucoup le travail au niveau de l'automatisation, justement. Maintenant, au niveau de l'écriture des scénarios, on a quelques règles qui ont été mises en place. La première, c'est un style déclaratif. Et donc là, c'est justement là où les sessions de raffinement des scénarios sont super utiles. Par exemple, quand on me fait relire un scénario et que je clique sur le bouton, je hurle. Parce qu'on ne clique pas sur un bouton. On fait une action. On ne décrit pas, encore une fois, comment on fait les choses, on décrit ce qu'on fait. Donc, au lieu de dire, je sais pas, je clique sur le bouton supprimer, alors, c'est très impératif, ça décrit exactement ce qui est fait au niveau de lui. On va réécrire la phrase en disant, quand je supprime un scénario. Alors, vous allez me dire, la différence, elle est pas flagrante. Bah si, en fait. Dans un cas, on va décrire ce qu'on fait, et dans un autre cas, on va décrire comment on le fait. Et encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le comportement. Donc, on décrit ce qu'on fait et pas comment on le fait. Nous, par exemple, chez Uptest, on n'a pas forcément le problème à ce niveau-là, mais imaginez, vous développez un produit qui fonctionne à la fois sur mobile et sur navigateur classique. Normalement, l'interface sera pas exactement la même, ou en tout cas, je vous le souhaite.
Et du coup, là où dans un cas, vous allez cliquer sur un bouton, dans un autre cas, vous allez, je ne sais pas, swiper à droite, par exemple, le comportement est le même. Vous faites la même action. C'est juste que vous ne la faites pas de la même façon. Donc, il faut bien se rappeler que si vous décrivez ce que vous faites, enfin, le comportement de l'application, dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser les mêmes exemples pour le mobile et pour la version ordinateur. Alors que si vous commencez à écrire « je clique ici », ça n'aura pas forcément de sens sur le mobile. Deuxième chose, on a mis en place des bonnes pratiques au sein de l'équipe. Deux de celles-ci sont l'utilisation des verbes should et create, puisqu'on écrit nos tests en anglais. Quand on écrit une step, une étape de test donc, qui contient le verbe should, on sait qu'on vérifie quelque chose sur le système. Donc, quand on la réutilise, on sait qu'on est censé l'utiliser dans la partie zen du scénario. C'est aussi simple que ça, mais je ne sais pas si vous avez vu dans le premier exemple que j'ai montré, il y a une des steps qui était le dossier blablabla est sélectionné. Quand je vous dis le dossier est sélectionné, est-ce que c'est on vérifie qu'il a bien été sélectionné ou est-ce que c'est dans la première partie où on dit on va le sélectionner? Ça paraît très bête, mais c'est pas si simple de réutiliser des steps quand il n'y a pas ces bonnes pratiques. Alors que maintenant, si je dis le dossier doit être sélectionné ou je m'attends à ce qu'il soit sélectionné, on sait que là, on vérifie quelque chose. Même principe, on a décidé d'utiliser le verbe create pour dire, quand on utilise le verbe create, on sait qu'on va interagir avec l'appli de façon, en tout cas, avec un Selenium. C'est pas exactement Selenium, mais c'est un équivalent. Ça permet de s'assurer que là, ça fait exactement ce que fait l'utilisateur. Et à contrario, on a plus ou moins les mêmes action words, donc les mêmes steps, qui n'utilisent pas le verbe create, et là, on sait qu'on va le faire de façon back-end pour accélérer les tests, par exemple. Et maintenant, nos tests, ils ressemblent à ça. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc là, il faut quand même un petit peu de contexte pour comprendre, on va dire, le principe deep test. Mais voilà, là, on montre cet exemple-là à n'importe quel membre de l'équipe de deep test. Il comprend ce qui se passe. Encore une fois, il faut quand même un minimum de connaissances sur le produit. Mais c'est simple, c'est clair. On n'a pas besoin d'être technique pour le comprendre, contrairement aux autres où ça cliquait dans tous les sens, etc. Là, que ce soit l'équipe produit ou l'équipe développement, même l'équipe marketing comprend exactement ce que va faire l'application, enfin en tout cas cet exemple, quel exemple est mis en avant grâce à ce scénario. Juste pour vous donner une petite idée de ce à quoi ressemble HipTest maintenant, donc sur la pyramide de tests, au niveau test BDD, on en est à peu près à 500 maintenant. Donc on commence à avoir une bonne campagne de test au minimum de scénario BDD. Et par contre, encore une fois, c'est pas tous nos tests. Ces tests-là, ils sont complétés par, maintenant, ça va être plus vers 1300 d'ailleurs, 1300 tests vraiment pour la partie front-end et 4000 tests pour la partie back-end. Et encore une fois, dans ces 1300 et 4000 tests, ils couvrent toute la pyramide. Les tests AirSpec, ils font pas que du test unitaire. On a des tests AirSpec d'intégration qu'on arrête d'écrire avec du Gibbon Wenzel pour faire croire qu'on fait du Gherkin. Donc voilà. Donc grâce aux bonnes pratiques qu'on a mis en place, on est maintenant capable d'écrire très facilement ces tests BDD que tout le monde comprend et tout le monde comprend ce que fait les fonctionnalités justement grâce aux bonnes pratiques qu'on a mis en place et qu'on inculque justement chaque fois qu'il y a des nouveaux dans l'équipe. Donc si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. On a 10 minutes si j'ai bien lu le planning.